pour cette dernière table ronde, une table ronde qui aura un format légèrement différent, puisque nous l'avons pensé plutôt en termes de témoignage, plutôt qu'une vraie discussion. On est donc 3 quarts d'heure ensemble pour ce dernier temps, avec bien sûr un temps de questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat tout au long des interventions des participants. Nous prendrons un temps à la fin pour les relayer. Avant de vous passer la parole, Maëlys Dupont, je reprécise ce dernier temps. Nous avons assemblé 3 intervenants de 3 types de structures différentes avec 3 positionnements différents et complémentaires dans le but de vous donner aux spectateurs un éventail de perspectives sur le passage à l'échelle nationale, qui est un petit peu la dernière phase de l'essaimage. Et vous aurez donc le regard d'une part de l'État, le regard d'un grand opérateur et le regard d'une association gestionnaire d'une expérimentation. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants. Nous avons donc Léa Gisler, vous êtes directrice du programme Emploi, Formation, Développement économique à l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Vous nous parlerez des cités de l'emploi. Cécile Barbier, merci de nous avoir rejoints également. Vous êtes responsable du département InnoLab et on expliquera ce que c'est à Pôle emploi. Et enfin, Léonard Baudry, vous êtes directeur de l'évaluation et du bilan à ETCLD, l'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. Et donc, en plus de ces 3 intervenants, nous avons la chance d'avoir Maëlys Dupont, qui est conseillère capitalisation des actions du plan d'investissement des compétences, le PIC, au Haut Commissariat aux compétences, et qui va donc introduire cette table ronde avec une intervention sur les enjeux de la capitalisation et de l'inscription des enseignements d'un essaimage dans la politique publique. Donc, Maëlys, je vous laisse la parole pour cette introduction. Merci beaucoup, Maxime, pour cette invitation. Merci à tous. Alors, on vous entend très faiblement. Ok, alors je vais parler un peu plus fort. Là, vous m'entendez faiblement ? Ok, n'hésitez pas à m'interrompre s'il le faut, si on n'entend pas suffisamment distinctement. Oui, alors je ne sais pas si je serai en mesure d'introduire réellement cette 3e table ronde, mais simplement vous donner un retour d'expérience à partir d'un champ que je connais tout particulièrement, et celui des appels à projets. Maëlys, peut-être que le son est perturbé, peut-être qu'il y a quelque chose devant le micro ou comme un frottement. Pardon, le son est pas très bon. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça ? Un petit peu, voilà, peut-être. J'ai pas moyen de faire grand-chose de plus, je suis assise devant mon ordinateur. Ok. Et j'espère que c'est suffisant. Ça devrait suffire, merci. Okay. Donc, encore une fois, je n'ai pas forcément prétention à la capacité d'introduire globalement les enjeux de cette 3e et dernière table ronde, mais voilà, je vais le faire en tout cas à partir d'un terrain que je connais tout particulièrement, et je pense qu'il y aura beaucoup de consonance avec ce qui va être discuté ensuite, qui est celui des appels à projets d'expérimentation qu'on a annoncé dans le cadre du PIC, du plan d'investissement de la compétence, et bien entendu largement avec Jean-Marie Marx ici présent qui conclura, et qui ne sera pas intervenir d'ailleurs avant, puisque c'est sous son pilotage qu'on a engagé les actions, les appels à projets 100% inclusion avec de leur mobilisation et d'autres appels à projets nationaux, il y a un peu plus de 3-4 ans maintenant. Si j'y vais par ce programme exemplaire du 100% inclusion avec de leur mobilisation, c'est qu'en fait, ça a été assumé comme tel au démarrage, qu'on lançait à travers ce véhicule-là un appel à projet d'expérimentation, donc assumant du côté de l'État qu'on prenait le risque d'explorer et d'expérimenter aux côtés de porteurs de projets sur le terrain des dispositifs intégrés, donc des parcours tout en un, des parcours depuis l'amont du repérage du public décrocheurs ou invisibles de nos institutions et de notre offre de services de droit commun sur le champ de l'insertion pro, jusqu'à l'aval, un retour à l'emploi de qualité, un emploi durable ou bien la formation professionnelle. Le 100% inclusion, c'est un peu ça son périmètre, c'est des parcours intégrés, depuis encore une fois l'amont jusqu'à l'aval, pour des publics grands décrocheurs scolaires, mais aussi décrocheurs de nos institutions et du service public de l'emploi, pour lequel on imaginait bien qu'il y avait à réinventer des modalités d'intervention adaptées à leur situation réelle, leur comportement, leurs horizons d'attente, qui fait que voilà, ce décrochage manifeste entre notre offre de services, qui est très propre sur le papier, et l'effectivité de cette réponse pour les publics grands décrocheurs nous a amené à devoir inventer d'autres modalités d'intervention. Donc, c'est à la faveur de grand plan d'investissement en compétences piloté par Jean-Marie Marx, donc le commissaire aux compétences
au démarrage de ce grand plan, de 3 ans même, qu'on a relevé ce défi d'engager l'État sur une modalité d'expérimentation. Donc, encore une fois, faisons droit à l'exploration, à la prise de risque, avec un mantra assez fort à l'époque, dans le cadre de chacun de ces projets que l'État a décidé de soutenir financièrement, qui était droit à l'erreur, mais devoir d'apprendre. Autrement dit, on expérimente, on prend le risque avec vous. Il y a une obligation de sortir plus fort en termes d'apprentissage par rapport au démarrage des actions. Peut-être quand même vous dire un peu ce que ça signifiait pour l'État de s'engager, non pas simplement sur un appel à projet, mais sur un appel à projet d'expérimentation. Alors, je vous ai donné un peu le cadre, enfin, l'objectif de cet appel à projet sur la inclusion, le public également. On avait des attentes spécifiques. La première de cet appel à projet, c'était vraiment qu'on mise et on aille aux côtés des porteurs, non pas sur une solution qui, sur le papier, est toujours parfaite, mais dans la réalité, un choc souvent sur les paramètres concrets des situations réelles traversées par les bénéficiaires. Donc l'idée, c'était vraiment de miser moins sur une solution, moins arbitraire au moment où on la présente dans un dossier de candidature, mais sur la capacité des structures lauréates à résoudre les problèmes tels qu'ils allaient se poser au fur et à mesure du déploiement des projets. Donc on a vraiment beaucoup insisté dans le cadre de la procédure d'instruction et de sélection des projets sur cette capacité et cette modalité, cette dynamique de résolution de problèmes. Ce qui nous intéresse dans des structures comme ça, d'expérimentation, c'est de se dire qu'ils ont identifié, ils ont su qualifier assez finement des difficultés réelles telles qu'elles se posent pour un public en particulier dans un bassin d'emploi spécifique avec un écosystème d'acteurs particulier qui n'est pas toujours le même d'un territoire à l'autre. Ils ont une capacité de diagnostic fine des maillons faibles ou des difficultés ou des problèmes tels qu'ils se posent dans la vraie vie, si on peut dire comme ça. Et donc, on mise évidemment sur leur capacité à résoudre ces problèmes, donc sur une première ébauche de solution, mais on mise surtout sur une dynamique d'apprentissage, une dynamique continue d'expérimentation, d'expérimentation et d'apprentissage par itération successive pour qu'au fur et à mesure du déploiement du projet, on soit bien dans une logique itérative d'amélioration continue et que, encore une fois, à 3 ans, on sorte plus fort que la première année en termes de capacité à atteindre effectivement la promesse d'un retour à l'emploi. C'était en l'occurrence la promesse faite dans le cadre de ces appels à projets, retour à l'emploi ou la formation professionnelle pour les publics les plus en fragilité. Donc vraiment un enjeu fort de capacité à diagnostiquer les problèmes, de capacité à apprendre par itération successive et à améliorer son projet. Et un autre enjeu fort dans le cadre de ces projets d'expérimentation, c'était l'idée qu'on ne peut bien qualifier les problèmes et bien améliorer une solution que pour autant qu'on sache embarquer aussi une expertise qui est rarement mise autour de la table quand on design des politiques publiques ou des dispositifs, qui est celle des bénéficiaires eux-mêmes. Et donc il y a eu, grâce à Jean-Marie Marx, peut-être que ça a essaimé un peu ailleurs, mais à l'époque quand même un signal assez fort qui était de dire les projets d'expérimentation, on va les sélectionner non seulement grâce au travail de personnalités qualifiées, de personnalités indépendantes, de comité de sélection, mais on a fait travailler aussi en amont un comité de bénéficiaires pour pouvoir entendre à partir de leur expertise de vie, de leur connaissance concrète, réelle, des situations qu'ils ont traversées, en quoi les projets proposés, dans le cadre de cet appel à projet, pouvaient répondre ou pas, quel était leur point de fragilité de ces projets, et quelle était leur force pour répondre aux situations effectives de ces publics dans des projets. Ça, c'est pour vous donner un peu le cadre et les éléments différenciants de cette dynamique d'expérimentation qui n'était pas simplement un appel à projet. Il y avait vraiment l'idée, on lance un appel à projet d'expérimentation, et pour ça, on a besoin des porteurs de projets qui soient dans une dynamique assez forte et fine de qualification des problèmes, embarquant les bénéficiaires pour qu'ils nous aident à mieux saisir les points de difficulté tels qu'ils se posent dans les dispositifs actuels. Ça s'est traduit aussi d'ailleurs par un certain nombre de paramètres d'opérationnalisation de cet appel à projet, parce que dire qu'on donne la capacité au projet, aux porteurs de projet lauréats, d'être dans une logique d'expérimentation et d'amélioration continue, ça suppose côté État, et ça n'a rien d'anodin, d'une part, de donner une visibilité financière suffisante aux porteurs, donc là, c'est des engagements sur 3 ans, ce qui peut paraître court, mais par rapport à des appels à projets annuels, ça donne déjà une visibilité assez considérable et ça permet justement d'itérer et de faire évoluer ce modèle. Mais l'autre gros point qui était compliqué à traiter et qui a fait l'objet d'un vrai arbitrage très ferme côté au commissariat du travail, c'était de dire si on finance de l'expérimentation, ça veut dire que par définition, on finance des projets
qui vont devoir évoluer, en fait, qui vont évoluer dans le temps. Parce qu'il y avait une copie initialement, il y avait un projet tel que déposé dans le cadre de candidature, sauf que par construction, ce projet va se confronter au réel, donc va devoir, au vu des difficultés plus ou moins effectives rencontrées sur le terrain, peut-être faire évoluer à la marge telle ou telle composante prévue initialement dans le projet. Et ça, c'est compliqué pour l'État, à la fois de conventionner un projet, ça peut être un chèque en blanc, faites ce que vous voulez, et en même temps de prévoir conventionnellement une marge de manœuvre, une souplesse et une plasticité suffisante, suffisamment encadrée, pour qu'en fait le porteur, conventionnellement, soit autorisé à apporter des modifications substantielles à son projet. Ça, c'est un point de doctrine qui est hyper important, qui rend possible l'expérimentation dans un cadre de politique publique et donc avec financement public qui sont hyper bordés et évidemment insécurisés, donc il ne peut pas se permettre de financer 24 par l'échelle. Et donc, pour moi, c'est un des acquis quand même méthodologique qui est assez considérable de ces appels à projets lancés par le Haut-Commissariat aux compétences. C'est cet acquis, encore une fois, en termes conventionnels. C'est-à-dire comment on a réussi à fixer conventionnellement que le porteur s'engage sur un projet, mais que ce projet peut donner lieu à des modifications substantielles pour l'amélioration effective de la solution au fur et à mesure de ce déploiement. Je ne sais pas si c'est intéressant de vous dire à ce stade où est-ce qu'on en est de ce programme en termes de chiffres, enfin, juste pour que vous ayez les grandes masses en tête et qu'ensuite, parce que là, c'est mon dernier temps de présentation au sein de la capitalisation. Et pour que vous ayez les grands chiffres en tête, à date, on est sur 100 lauréats, plus de 100 lauréats. Alors, on me dit que le son est vraiment mauvais. C'est un commentaire partagé. Effectivement, on vous entend assez mal. Oui. N'hésitez pas à parler plus fort. Ok, je continue à pousser ma voix, mais je vais être aux limites de ce que ma petite machine ou mon petit PC me permettrait, je pense. Donc, on est à date, juste pour vous donner les grandes masses, sur 100 projets lauréats, de l'ordre de, je vous dis de tête, 70 000 bénéficiaires escomptés. Ça s'est fait en plusieurs vagues de sélection, depuis 2018, 4 vagues. Et il faut savoir qu'à date, en termes de prévisionnel d'entrée, on n'en est qu'à mi-parcours. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de projets qui ont fini ou quasiment fini leurs expérimentations, là où certains commencent juste ou sont en cours de déploiement. Donc en termes de prévisionnel, on avait des entrées, c'est 70 000 entrées bénéficiaires dans le cadre de projets d'expérimentation, s'étalent sur 2019 à 2023, et là, grosso modo, on est à mi-parcours, mi-chemin. Mi-chemin pour le programme, mais fin du chemin, quasiment fin du chemin pour les premiers lauréats. Et c'est là qu'il y a un vrai sujet qui est absolument passionnant à traiter tel quel en ce moment, c'est que c'est bien beau d'engager des actions et de l'engager, encore une fois, dans ce format assez exigeant en termes de point d'équilibre, qui est un format d'expérimentation. Mais après, c'est autre chose de savoir apprendre de ces actions et autre chose aussi de savoir transformer derrière nos politiques publiques, nos interventions en conséquence, pour faire quelque chose de tout ce qu'on a appris. On en est exactement à cette phase-là, en fait, dans le cadre de ce programme 100% inclusion, c'est-à-dire qu'on a engagé, pour un certain nombre de projets, les entrées sont encore sur 2022-2023, pour d'autres, on est quasiment au bout de ce programme-là. Et donc, on a une vraie responsabilité de se dire, OK, il y avait un enjeu d'expérimentation, de prise de risque et d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait de ces apprentissages? Comment on les consolide ensemble, déjà? Comment on les fait circuler? Et qu'est-ce qu'on en fait ensuite en termes de design, de reconfiguration de politique publique? Je ne sais pas du tout combien de temps il me reste, Maxime. Dites-moi si c'est 1 minute ou 3. Voilà, 1 minute, et comme ça, on pourra passer la parole. 1 minute, et puis voilà. Et bien entendu, on pourra y revenir ultérieurement dans le cadre de la conclusion de Jean-Marie. Mais donc, on est exactement à ce point-là où le sujet est de se dire qu'est-ce qu'on fait de ces apprentissages. Donc, il y a tout un chantier de capitalisation qui a été lancé à l'automne et pour lequel donc, je suis revenue côté Haut-Commissariat aux compétences, avec un travail systématique mené sur plus de 150 projets. Donc, c'est à la fois les projets de 100% inclusion, mais c'est des projets d'autres appels à projets et des projets innovants du plan d'investissement dans les compétences, dans l'idée qu'on a un devoir et une responsabilité de documenter, d'une part, des pratiques remarquables, leurs conditions de possibilité pour éventuellement qu'elles puissent en inspirer d'autres, mais de documenter aussi les points de fragilité les plus récurrents ou manifestes, ou ceux qui seraient d'ailleurs du ressort de l'État, pour demain rendre plus intelligent le dispositif d'intervention et éventuellement aussi rendre plus apparent les champs d'intervention sur lesquels on était très peu et qui en fait sont des maillons absolument manquants en termes d'intervention publique. Je pense notamment, et j'en finirai là pour ne pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a un énorme travail de capitalisation qui donnera lieu à partir de avril-mai en fait, à la publication d'une collection de 8 guides thématiques
qui sont des guides d'analyse des pratiques remarquables sur un certain nombre d'axes transverses à tous ces projets. Mais un des apprentissages notamment, et du coup une de nos responsabilités en termes de prolongation de conditions de pérennisation de l'action publique sur les champs, c'est de se dire, finalement, on a cette action, ces interventions expérimentales ont permis de révéler des actions très significatives et des pratiques très significatives en matière de repérage des décrocheurs. C'est quoi les pratiques qui marchent pour aller repérer des personnes qui sont devenues invisibles dans les politiques publiques, et également en matière de remobilisation et de réassurance. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir repéré des bénéficiaires pour ensuite que ça matche directement avec nos tuyaux classiques du service public de l'emploi. Il y a eu tout un travail assez remarquable, exploratoire, expérimental fait dans le cadre du projet 100% inclusion notamment, sur tout ce qui est dispositif de remobilisation, de réassurance des personnes. Et encore une fois, on finit là-dessus. Ce qui est assez remarquable, c'est que ça nous montre ce travail-là, qu'en fait, pour un certain nombre de projets, la remobilisation se suffit en elle-même ou suffit en elle-même à recréer des circuits très courts pour ces grands décrocheurs, directement vers l'emploi ou la formation, là où on croyait qu'on avait en fait un schéma séquentiel, qu'il faut d'abord repérer, puis remobiliser, puis emmener au SPE, au service public de l'emploi. En fait, on s'aperçoit qu'avec des modalités d'intervention adaptées, on trouve les moyens de créer des circuits courts pour amener ces grands décrocheurs parfois très éloignés du service public de l'emploi, mais pas forcément très éloignés de l'emploi lui-même et de la formation possible. Voilà, j'en arrête là. Merci beaucoup Maëlys. Et on reviendra sur cette notion de capitalisation si on a le temps dans la table ronde. Je retiens notamment de votre intervention la réflexion qu'a l'État sur la notion d'itération, sur la notion de vague, l'idée qu'il y a une nécessité que les projets évoluent dans les différentes vagues d'essaimage. Et cela, ça a fait le lien avec vous, Léa Gisley. Pour commencer, nous voulions vous interroger sur le programme des cités de l'emploi, qui sont des dispositifs qui ont été pensés côté État avant la crise, c'est-à-dire fin 2019, et qui ont connu depuis 2 vagues d'essaimage, d'abord avec un passage à 24 territoires, puis aujourd'hui à l'extension à 84. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la genèse de ces 2 vagues d'essaimage et en quoi elles sont finalement assez différentes et un petit peu plus larges que juste un essaimage classique? Oui, bonjour à tous, bonjour Maxime. Peut-être pour commencer classiquement, un grand merci à l'ANSA pour cette invitation à cette journée sur une thématique, et je pense que c'est important de le souligner dans cette table ronde, qui est en fait devenue assez centrale, en tout cas de notre côté, aussi bien dans l'accompagnement des structures associatives qui sont porteuses d'action, dans mon cas en tout cas à destination des habitants des quartiers politiques de la ville, mais aussi dans la manière dont on essaime nos propres actions gouvernementales en tant qu'agence intervenant au nom d'un ministère. Et c'est vraiment le cas des cités de l'emploi. Et c'est ça que je pense que c'est un petit pas de côté par rapport à certains points qui ont pu être évoqués, mais qui me semble intéressant parce qu'on a effectivement un peu les mêmes problématiques qui peuvent se poser. Plutôt que définir en fait peut-être de but en blanc les cités de l'emploi, vu la thématique de la journée, ça m'a semblé plus intéressant d'avoir une approche peut-être un peu chronologique, parce que pour moi, c'est celle qui permet de rendre compte d'une certaine manière de la manière dont une expérimentation, elle passe soudainement à l'échelle, les enjeux qui se posent d'étape en étape, et surtout la question, et ça c'est assez central pour nous, comment on maintient la cohérence d'une politique publique avec une approche territoriale et des territoires. Il y a 1500 quartiers politiques de la ville en France, et ça recouvre aussi bien voilà, les faubourgs de Roubaix que les tours de Bobigny ou l'habitat à moitié informel de Mayotte. Donc c'est vrai qu'on est sur une grande diversité de territoires, et pourtant il faut que ça puisse formaliser quelque chose voilà, de cohérent. Peut-être en termes de genèse, la notion elle apparaît fin 2019 de cité de l'emploi, avec la volonté du ministère en fait, de dupliquer une expérimentation qui est prometteuse, qui est celle des cités éducatives, dans le champ de l'emploi, voilà, avec un mécanisme et une commande à la base qui est assez simple, uniquement une dizaine de territoires volontaires, on est vite passé à 24, une enveloppe de 100 000 € par an pendant 2 à 3 ans, pas forcément très, très figée en tout cas au début, et voilà, une logique d'action sur mesure à la main des préfectures. J'ai envie de dire, et c'est souvent ce que je dis, pour moi, c'est vraiment du coup le lancement d'une expérimentation et d'un essaimage tout de suite sur 24 territoires sans cadre. Voilà, parce que derrière cette petite commande qui n'a l'air de rien, on fait rentrer énormément de choses. On a beau avoir le modèle des cités éducatives, on n'est pas du tout sur le même schéma que l'éducation nationale. On n'a pas du tout les mêmes types d'acteurs. C'est pas du tout. Voilà, il n'y a pas exactement le même volume. Enfin, on vient d'entendre Maëlys, c'est vrai que le PIC, ça a amené énormément d'initiatives aussi sur le terrain. Comment on se maille avec ça? Donc voilà, et du coup, c'est vrai que notre parti pris, et c'est d'autant plus facile qu'on est l'agence de la cohésion des territoires, de le préconiser, ça a été de prendre ce risque. Notre seule conviction, en fait, c'était de confier au terrain
la définition de ce que c'était, les cités de l'emploi. Et donc, c'est vrai que sur ces 24 territoires, on a quand même complètement laissé la main. Ça a été percuté par la crise économique, mais l'idée, ça a été de voir ce qui se passait, de les laisser exprimer leurs besoins aussi à l'échelle des quartiers politiques de la ville. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de cette enveloppe-là? Qu'est-ce qui était réellement utile en termes de plus-value? Et en espérant que nous, ça nous permette de faire remonter, je veux dire, un certain nombre de lignes de convergence, voilà, qu'il y ait des lignes qui se dégagent pour que derrière, on puisse formaliser un grand cadre d'expérimentation de politique publique et pas simplement une juxtaposition de crédits délégués à gauche et à droite. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au bout d'un an, on a un schéma qui est assez clair, qui a émergé. Donc ça, on est globalement fin 2020. Un schéma qui est assez simple et qui correspond en fait assez bien à la politique de la ville, à savoir que la politique de la ville, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fédère et qu'elle recense. C'est un petit peu son rôle, au bénéfice des habitants des quartiers, autour voilà, du préfet, qui joue quand même son rôle de pilote, en associant des collectivités locales, parce que la politique de la ville est coportée. Et ce qui a aussi beaucoup émergé, c'est qu'il fallait remettre le service public de l'emploi au cœur, parce que ça reste quand même des grands prescripteurs, et agréger ce que c'est faire la politique de la ville, mobiliser des collectifs d'habitants, mobiliser des associations de proximité, des bailleurs sociaux, des entreprises, des acteurs de la lutte contre la pauvreté. Donc, ce mécanisme a été mis en place avec l'identification justement par la plupart des cités des cités de l'emploi d'un besoin en termes d'ingénierie locale, et notamment d'ingénierie humaine. Voilà, simplement, comment on redonne du temps à l'ensemble de ces acteurs qui, des fois, sont dans leur silo, dans leurs objectifs, ont peut-être du mal à se faire confiance, à communiquer. Donc, ça tombe bien parce que c'est un petit peu voilà, le cœur de ce qu'est la politique de la ville. Le deuxième axe qui va dans le sens de beaucoup d'expérimentations qui ont été menées, c'est qu'on a des publics en politique de la ville qui ont des fois en fait encore plus de réticence vis-à-vis des institutions, encore peut-être plus de mal à faire confiance. Et donc, comment on va vers et comment surtout on ne refinance pas l'existant, mais on amène vers les dispositifs de droit commun. Et dans droit commun, il y a absolument tout. Et là, la force de la politique de la ville, c'est ces 12 000 associations qui sont financées tous les ans. Et en même temps, c'est un gros travail de terrain, non seulement de les raccrocher au projet, mais aussi de leur faire bénéficier d'un certain nombre de financements. Parce que très souvent, on attend de ces associations qu'elles drainent du public sans qu'elles soient nécessairement associées au consortium. Et j'ai bien entendu voilà, les réponses aux appels à projets qui doivent se faire très, très vite et qui, des fois, laissent ces petites associations parfois de côté parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens de se mobiliser. Et l'idée, c'était vraiment de faire des petits projets sur mesure de cette manière-là. Et puis, le dernier axe qui s'est un petit peu dégagé, qui est important parce qu'il est mobilisateur localement et qui est aussi important parce qu'en fait, on ne couvrira jamais l'ensemble avec des politiques nationales, des spécificités locales qui peuvent se poser. C'est de laisser la possibilité avec des crédits hyper souples, hyper flexibles, hyper réactifs. C'est le cas du 147 quand c'est à la main de préfecture, d'aller financer des micro-actions. Quand je dis micro-actions, ça peut être un traducteur qui accompagne 10 demandeurs d'emploi à Pôle emploi parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils ne saisissent pas forcément tous les éléments qui leur sont fournis dans le cadre de leur entretien. Ça peut être un bus qui va faire la liaison pendant une semaine pour des immersions professionnelles auprès d'une entreprise, parce qu'en fait, il y a une question de mobilité qui se posait. Et ces micro-financements, ça permet au final une réactivité assez forte de la Cité de l'Emploi. Ça, c'est un peu la première phase. J'ai envie de dire que c'est la genèse. Au moins, ça nous permet de savoir où on va et qu'au final, en dépit de la diversité des 24 premiers territoires, il y a des lignes qui émergent. Et en fait, très rapidement, on passe, je vais arrêter après de filer la métaphore biblique, mais on passe un peu l'exode, mais c'est un peu l'essaimage massif avec le comité interministériel à la ville du 29 janvier qui, effectivement, acte l'extension à 60 nouveaux territoires d'expérimentation. Donc, c'est vrai qu'on passe très vite à 84. Et voilà, avec une commande pour que ça aille quand même relativement vite, c'est-à-dire que ça se fasse sous moins de 6 mois, avec tout ce que ça pose aussi en termes de mobilisation locale. Et c'est vrai que là, notre parti pris, mais qui est d'autant plus facile à faire qu'on s'appuie sur des préfectures et que c'est un dispositif piloté par des préfectures, donc entre guillemets, on est en zone de sécurité étatique, qui a été de dire répondez rapidement, très légèrement, c'est-à-dire que c'est une candidature de 2 pages. On a eu 120 candidatures pour 60 territoires expérimentateurs supplémentaires. C'était vraiment une candidature de 2 pages. Là aussi, c'était une prise de risque. Notre seul critère, c'était l'envie. L'envie d'une collectivité locale, l'envie d'une préfecture de porter et l'identification aussi d'acteurs locaux, associatifs, habitants, entreprises, volontaires pour s'engager dans la démarche, laissant derrière la place. Parce que c'est là où on prend un risque, en fait. C'est là où, budgétairement,
mais aussi dans le cadre de la réalisation des actions, on prend un certain risque, mais laissons derrière une place pour 3, 4, 5 mois de diagnostic, d'identification de la réelle plus-value, du positionnement de la Cité de l'Emploi, alors que voilà, il y a beaucoup d'initiatives qui se sont lancées en ce moment, qu'elles atterrissent différemment sur les territoires. Donc, ça a été vraiment le deuxième temps qui pose d'autres questions aussi en termes d'essaimage. Je pense, en fait, un essaimage rapide comme ça, c'est de nouveaux enjeux, pas tellement l'enjeu de définition initiale, c'était vraiment le premier temps. Le deuxième enjeu pour nous, c'est la cohérence. C'est-à-dire qu'on démultiplie, comment on garantit la cohérence de la communication d'un dispositif qui est gouvernemental, comment on s'assure d'animer les collectifs sans laisser les uns et les autres complètement de côté, et puis aussi d'évaluation réelle, de l'impact plutôt réel de la démarche, en fait. Comment on laisse la marge de manœuvre à la diversité, mais qu'en même temps, on s'assure d'avoir une communication unis et puis qu'on contribue tous en fait globalement à des objectifs qui soient communs. Et ça m'amène un petit peu au dernier temps qu'on est en train de préfigurer. On va dire que c'est prospectif, mais c'est un peu la dernière étape de notre essaimage, c'est un peu celui de la normalisation. La politique de la ville, elle s'appuie essentiellement sur des contrats de ville pour sa mise en œuvre. Les cités de l'emploi, ça vient se greffer à côté. Dans ces contrats de ville, il y a un pilier 2 qui est en charge de l'emploi et du développement économique. C'est l'instrument de contractualisation locale. Et du coup, nous, c'est un certain nombre de questions qui se posent. En fait, les cités de l'emploi, elles sont venues réactiver ce pilier 2 des contrats de ville. Est-ce qu'elles ont vocation à se maintenir à côté? Quelle est la plus-value réelle? Comment ça s'articule avec d'autres initiatives? Et je pense notamment au SPIE, qui a aussi cette démarche très territoriale, comment on travaille là-dessus, est-ce qu'on les maintient comme objets autonomes, comment ça s'articule aussi avec le droit commun et avec tout, on va dire, l'élan, par exemple, porté par le contrat d'engagement des jeunes en termes de coopération et des associations et des services publics de l'emploi. Donc, c'est ces éléments-là qu'on est en train d'essayer de cadrer et d'évaluer. Et puis, le deuxième élément de prospectif qui est hyper important pour nous, c'est que les contrats de ville s'arrêtent à fin 2023. L'expérimentation, de notre côté, va courir à fin 2023. Et c'est vraiment l'enjeu de l'évaluation. Est-ce que ça marche, en fait? Parce qu'on a des retours très positifs du terrain, c'est très qualitatif. Mais est-ce que ça marche? Et quand je dis est-ce que ça marche, je rejoins un petit peu les éléments de la table ronde précédente. Ce n'est pas uniquement le nombre de sorties positives, c'est quoi des sorties dynamiques? Quand on parle de publics qui sont très, très éloignés de l'emploi, effectivement, le simple fait de réactiver des soins, c'est déjà en fait une énorme avancée et ça permet de remettre un pied souvent à l'étrier dans une démarche de socialisation. Et puis un autre enjeu qui est beaucoup plus difficile à quantifier et qui est rarement évalué, c'est en quoi la Cité de l'Emploi améliore les collaborations locales, les coopérations. Est-ce que ce temps homme, il est vraiment nécessaire ou pas? Et comment on arrive à se loger là-dedans? Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, assez rarement évalué, mais qui, en tout cas, nous, est au cœur de notre politique publique en côté politique de la ville. Merci beaucoup, Léa Gillet. Je pense que ça faisait vraiment le lien avec les discussions sur les deux autres tables rondes, cette notion de labellisation, les questions de financement, les questions de mobilisation. Et puisque vous parliez du service public de l'emploi, je vais faire le lien avec Cécile Barbier. Cécile, vous êtes responsable du département InnoLab au sein de Pôle emploi, qui s'occupe de ce que vous appelez l'innovation stratégique, et notamment les questions de capitalisation et d'essaimage. Et pour ce faire, vous avez un certain nombre d'actions et de dispositifs. Donc, ce sera un regard assez différent de celui de Mme Gillet, mais assez complémentaire. Et vous allez évoquer vos différents dispositifs, notamment la fabrique de l'inspiration, qui chez vous cherche à repérer les innovations locales et à accompagner le développement de celles qui ont le plus de potentiel. Et donc, ma question pour vous est la suivante. Comment, quand on est un opérateur national avec un réseau aussi large comme le vôtre, on arrive à se mettre au service d'un essaimage local? Bonjour à tous, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir assister à cette riche après-midi. Alors en effet, Pôle emploi, on est un réseau très vaste, très conséquent. Et comme le disait, je vais reprendre ce que disait Léa Gillet à l'instant, on ne couvre pas, on ne couvrira jamais avec des principes nationaux ce qui se passe en local. Donc on a dans notre réseau de moult initiatives innovantes localement qui viennent compléter, booster et mettre en avant les dispositifs nationaux. On en a beaucoup et quand le réseau est aussi vaste que ça et qu'il est aussi actif, se pose la question de les repérer,
en 2, d'en accompagner certains, et en 3, de les essaimer. Pour montrer d'un bout à l'autre du réseau des gens qui sont assez éloignés, que peut-être ils ont quand même des choses à dire. Et quand je dis essaimer, c'est vraiment essaimer, pas dans le sens standardisé, mais inspiré pour de la réadaptation, puisque chacun a son propre maillage. Donc là, nous, côté équipe innovation, c'est ce qu'on va appeler un peu l'innovation du quotidien, frugale, incrémentale, et comment, du coup, on est dans cette situation de repérer, accompagner et s'aimer. Une initiative locale, elle a plusieurs temps de vie, de son émergence jusqu'au fait qu'elle évolue, qu'elle prend en maturité, qu'elle est testée et qu'elle apporte effectivement, et on peut l'avérer, un impact, un effet, quelque chose pour nos usagers. À tous ces temps de vie, on se rend compte que si on veut vraiment s'aimer, c'est important qu'on partage à tous ces temps de vie. Mais tous ces temps de vie ne se partagent pas de la même manière, pas avec les mêmes leviers de valorisation, pas avec les mêmes leviers d'échange. C'est pas forcément toujours à la même maille locale, territoriale, régionale, nationale. C'est pas toujours sur les mêmes supports ou de communication interne ou autres réseaux sociaux internes, voire même externes. Donc, je repère des choses qui se passent sur notre réseau, parfois aussi grâce aux réseaux sociaux externes, et même là, avec la PQR, la presse quotidienne régionale. Du coup, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'outils pour toutes ces étapes et que c'était la dernière, c'est-à-dire qu'au-delà de l'émergence, de monter en maturité, de tester, la dernière étape qui est de dire je l'ai testé et en plus je peux vous expliquer quels résultats ça apporte. Et donc vraiment sur une initiative qui devient ce que j'appelle une pratique performante, on est capable d'expliquer j'avais tel problème, j'ai apporté telle solution pour obtenir tel effet et j'ai obtenu in fine effectivement tel et tel effet, on n'avait pas vraiment de lieu spécifique pour en échanger, pour le valoriser, pour le capitaliser, pour reprendre des termes